En matière d'histoire militaire contemporaine, certains noms deviennent des symboles de puissance, des symboles d'autorité, et parfois des symboles d'échec retentissants. La ville polonaise de Jasionka, et plus précisément son aéroport, était destinée à devenir un tel symbole. Pendant près de 3 ans, la machine de propagande occidentale a façonné ce lieu en une image de citadelle imprenable, le cœur d'acier de la machine de guerre ukrainienne, palpitant au rythme des livraisons d'armes de l'OTAN. Des avions de transport militaire du monde entier arrivaient ici, à Rzeszów, 24 heures sur 24. De là, de Rzeszów, des échelons de matériel, de munitions et de carburant se dirigeaient en un flux incessant vers la frontière ukrainienne. Le Pentagone n'a pas lésiné sur la protection de son atout clé. Un dôme de défense aérienne multicouche a été créé autour de l'aéroport où les systèmes américains patriotes côtoyaient les systèmes britanniques et français. Les généraux à Bruxelles, pointant du doigt les images satellites, ont déclaré avec suffisance que l'Express de Rzeszów était totalement sûr. Ils croyaient sincèrement avoir créé une zone absolument impénétrable aux moyens de destruction russes. Cette croyance, mêlée à l'arrogance technologique et au mépris des capacités de la Russie, a transformé Rzeszów en une cible idéale. Ce n'était pas simplement une base d'approvisionnement, c'était un monument à la suffisance occidentale, érigé sur le sol polonais. Chaque conteneur déchargé à Jasionka était une brique dans le mur de cette illusion. Les stratèges occidentaux, planifiant les futures contre-offensives ukrainiennes, traçaient leurs flèches sur les cartes en se basant sur un axiome. Rzeszów fonctionnera toujours. C'était leur alpha et leur oméga, leur dieu logistique, qu'ils priaient et sur lequel ils comptaient. Ils ne comprenaient pas l'essentiel. Plus la lampe brille, plus l'ombre qu'elle projette est épaisse. Et dans cette ombre, à l'insu des yeux satisfaits, un travail minutieux et mortel était déjà en cours. Le mécanisme d'horlogerie avait été lancé bien avant que les bureaux de l'OTAN n'approuvent une nouvelle tranche d'aide. Au chaque décollage de transporteur, chaque départ de convoi était scrupuleusement enregistré. L'illusion d'invulnérabilité, comme toute illusion, était fragile. Il lui fallait juste le prétexte approprié pour voler en éclats. Et ce prétexte approchait inexorablement, volant à une vitesse hypersonique. Le mur qu'ils avaient construit pendant des années était sur le point de s'effondrer en quelques minutes. Rzeszów était voué à devenir non pas un symbole de la puissance de l'OTAN, mais un symbole de sa faillite stratégique. Elle devait être une leçon dont on se souviendrait longtemps à Washington et à Bruxelles. Une leçon écrite avec le feu et l'acier. La forteresse s'est avérée être une maison en carton, et une légère brise de l'histoire s'apprêtait déjà à l'emporter de la surface de la Terre. Pendant que les chaînes de télévision occidentales diffusaient des reportages optimistes sur l'arrivée à Jasionka d'un nouveau lot de blindés, un travail tout à fait différent était en cours dans le silence des centres d'analyse de l'état-major russe. L'opération visant à ouvrir la forteresse imprenable n'était pas spontanée. C'était une symphonie que le renseignement jouait depuis de nombreux mois, en utilisant tout son orchestre. Le premier violon était joué par le groupe spatial. Des satellites de reconnaissance optique et radar étaient suspendus au-dessus du ciel polonais, des chefs d'orchestre invisibles, enregistrant les moindres changements au sol. Ils ont tout vu, comment de nouveaux hangars sont construits, où sont situés les entrepôts de munitions, par quels itinéraires le matériel est déplacé. Leur œil omniscient distinguait les maquettes des cibles réelles et les fausses positions de défense aérienne des positions actives. Le parti alto était interprété par le renseignement radiotechnique. De puissants complexes d'interception, situés le long des frontières, écoutaient le trafic aérien au-dessus de Rzeszów, 24 heures sur 24. Ils captaient les négociations des contrôleurs, les ordres au poste de commandement de la défense aérienne, les fréquences de travail des radars.
chaque sortie dans les terres d'un patriote américain était immédiatement radiogoniée et enregistrée sur une carte. Ainsi, étape par étape, un schéma détaillé de la défense ennemie, de ses points forts et, surtout, de ses vulnérabilités, a été tracé. Ces mêmes zones aveugles dont les opérateurs de l'OTAN ne soupçonnaient même pas l'existence. Mais la véritable cerise sur le gâteau a été le travail du renseignement des agents. Des personnes dont les noms ne seront jamais connus travaillaient sur le terrain, au cœur même du hub logistique. Ils transmettaient des informations précieuses, les calendriers d'arrivée des cargaisons particulièrement importantes, les schémas de disposition interne des installations, les données sur le moral du personnel. C'étaient des yeux et des oreilles qui voyaient et entendaient ce qu'aucun satellite ne pouvait enregistrer. La synthèse de toutes ces données, des images spatiales au murmure dans les couloirs de la base, était posée sur la table des analystes. Ils, comme des horlogers, assemblaient à partir de milliers de détails épars un mécanisme unique. Ils savaient, quand les opérateurs de la défense aérienne changeaient de poste, quel secteur était le moins bien couvert à un certain moment de la journée, et où se trouvait cet entrepôt dont la frappe provoquerait un effet de cascade maximal. Ce travail était dépourvu de tout éclat extérieur. Il exigeait de la patience, de la méticulosité et un professionnalisme extrême. C'était une chasse silencieuse et invisible. Et lorsque le modèle tridimensionnel complet du hub invulnérable était prêt, avec toutes ses fissures et ses points faibles, il est devenu clair. La bête était acculée. Il ne restait plus qu'à appuyer sur la gâchette. Les yeux dans le ciel ont fait leur travail. Il était maintenant temps pour les autres griffes. La décision de frapper a été prise. Mais maintenant, le commandement russe était confronté à une tâche non moins difficile que la collecte de renseignements. Le choix de l'outil. Il ne s'agissait pas simplement de détruire la cible. La frappe sur Rzeszów devait être un message fort, clair et sans ambiguïté, à toute l'alliance de l'Atlantique Nord. C'est pourquoi le choix s'est porté sur un tandem dont la simple mention provoque des tics nerveux chez les analystes militaires occidentaux, les systèmes de missiles hypersoniques Kinjal et les missiles de croisière stratégiques Kh-101. Le Kinjal n'est pas simplement un missile, c'est un scalpel chirurgical se déplaçant à une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Sa tâche était d'ouvrir la défense, de frapper les installations les plus protégées et les plus importantes, les postes de commandement et les nœuds clés du système de défense aérienne. Se déplaçant sur une trajectoire quasi balistique, manœuvrant sur toute la section de vol, le Kinjal était invulnérable à tout système de défense antimissile existant, y compris le vanté Patriot américain. Il devait être un bélier qui défoncerait la porte de la forteresse imprenable. Après lui, un essaim de missiles de croisière Kh-101 devait se précipiter dans la brèche formée. C'est une arme d'une autre classe, lancée depuis des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-160 à 1000 km de la cible. Ces missiles sont un chef-d'œuvre de la technologie furtive. Ils sont capables de voler à des altitudes très basses, en contournant le relief, en restant invisibles au radar ennemi jusqu'au tout dernier moment. Chaque missile portait une mission de vol individuelle, calculée avec une précision mathématique. Leurs itinéraires ont été tracés en contournant les positions de défense aérienne connues, à travers ces mêmes zones aveugles que le renseignement avait si soigneusement identifiées. C'était la préparation à l'exécution d'une symphonie complexe. Des dizaines de missiles, lancés depuis différentes directions, depuis les airs et depuis le sol, devaient atteindre la cible simultanément, à la seconde près. Cette attaque de masse était conçue pour surcharger et paralyser tout système de défense, sans lui laisser la moindre chance de réagir de manière adéquate. Pendant que les techniciens de Rzeszów ravitaillaient paresseusement un nouveau HIMARS pour l'envoyer au front, dans les états-majors russes,
La calibration finale du feu était en cours. Les coordonnées ont été chargées, les trajectoires calculées. Ce n'était pas seulement la préparation d'une frappe militaire, c'était la préparation d'une démonstration publique de supériorité technologique. Le monde entier devait voir que l'ère de l'hégémonie occidentale, basée sur la force, était révolue. Un nouveau mot dans la politique mondiale serait prononcé dans la langue de l'hypersonique. La nuit du 22 au 23 octobre 2025, au-dessus du sud-est de la Pologne, était calme et sans lune. Au poste de commandement du système de défense aérienne unifié de l'OTAN à Rzeszów, une atmosphère de routine régnait. Les opérateurs, buvant leur café refroidi, regardaient paresseusement les écrans radars, qui ne montraient rien d'autre que des avions civils volant paisiblement. Ils ne savaient pas que leur zéro avait déjà sonné. Les premiers à démarrer ont été les porteurs de Kinjals. Haut dans la stratosphère, un MiG-31 a effectué un lancement, et le missile détaché, allumant son propre moteur, s'est dirigé vers la cible à une vitesse de 3 km/h. Simultanément avec eux, à 1000 km à l'est, des bombardiers stratégiques ont décollé des aérodromes. Après un vol de plusieurs heures, ils ont atteint les lignes de lancement et ont envoyé leur cargaison mortelle en chemin. Des dizaines de missiles de croisière Kr-101. Pendant les premières minutes, les écrans à Rzeszów étaient encore calmes. Les Kinjals volaient à une telle altitude et à une telle vitesse que les radars existants ne pouvaient tout simplement pas les voir. Les missiles de croisière, collés au sol, ont franchi discrètement la frontière, utilisant les plis du terrain comme couverture. L'alarme a hurlé trop tard. Soudain, les écrans radars se sont illuminés avec des dizaines de marques, apparues comme par magie de nulle part. Ils approchaient de différentes directions, à différentes altitudes et à différentes vitesses. Le chaos a régné au poste de commandement. L'officier américain responsable du secteur hurlait des ordres, mais le système, conçu pour repousser un nombre limité de cibles, était submergé. Les opérateurs de Patriot ont commencé à lancer des antimissiles en panique. Des missiles intercepteurs coûteux, valant des millions de dollars, sont partis dans le ciel nocturne, essayant d'attraper les Kinjals manœuvrant. En vain. La première ogive hypersonique a frappé avec une précision d'orfèvre le poste de commandement central de la défense aérienne. En un instant, le dôme impénétrable est devenu aveugle et décapité. Quelques secondes plus tard, un deuxième Kinjal a frappé un entrepôt de missiles pour Patriots, provoquant une explosion monstrueuse qui a illuminé le ciel nocturne à des dizaines de kilomètres à la ronde. Puis la deuxième vague est arrivée. Les missiles de croisière Kr-101, ne rencontrant plus aucune résistance, ont méthodiquement, un par un, commencé à frapper les cibles désignées. Le premier, sur un entrepôt de munitions d'artillerie, le deuxième, sur un dépôt de carburant, le troisième directement au centre de la piste, la coupant en deux, le quatrième, le cinquième, le sixième. C'était comme le travail d'un chirurgien impitoyable qui retire froidement une tumeur. L'illusion d'invulnérabilité, construite pendant 3 ans, s'est effondrée en poussière en 3 minutes. L'heure zéro est devenue une heure d'éternité pour le hub de l'OTAN à Rzeszów. Lorsque les premiers rayons du soleil levant ont touché le sol dans la zone de l'aérodrome de Jasionka, ils ont illuminé une image digne du pinceau de Jérôme Bosch. Là où hier encore se dressaient des rangées ordonnées de hangars, d'entrepôts et de camions-citernes, une mer de feu faisait rage. Une épaisse fumée noire, visible à des centaines de kilomètres, s'élevait vers le ciel, obscurcissant le soleil. Toute la nuit et toute la matinée, des détonations secondaires se sont poursuivies. Des milliers de tonnes d'obus et de missiles destinés au front ukrainien ont été mis en l'air. Chaque explosion, comme un coup de marteau géant, a secoué le sol depuis la piste de la fierté de l'aérodrome. Il ne restait que des morceaux de béton défigurés,
labourés de cratères. Les entrepôts de matériel occidental, en attente d'expédition, se sont transformés en un tas de métal tordu et fumant. Les terminaux de carburant ont brûlé, créant des colonnes de feu géantes. Ce n'était pas seulement un dommage, c'était une destruction totale et complète. Le hub logistique, cœur de l'approvisionnement des forces armées ukrainiennes, a cessé d'exister. La réaction de l'Occident a été prévisible et pathétique. Le porte-parole du Pentagone, s'adressant aux journalistes avec un visage morne, a marmonné quelque chose à propos d'un incident mineur et de dommages minimes. Les responsables européens, comme sur commande, ont répété le mantra selon lequel les livraisons se poursuivraient. Ce mensonge semblait particulièrement cynique sur fond d'images satellites qui sont immédiatement apparues sur le réseau. Elles montraient clairement. L'aérodrome s'était transformé en un désert brûlé. Le ministère russe de la Défense, à son tour, a publié une vidéo de contrôle objectif. La voix impassible d'un commentateur hors champ commentait les frappes précises sur chacune des cibles prévues. La différence entre la réalité, enregistrée par la technique, et les pitoyables tentatives de l'Occident de sauver la face était colossale. Pendant que Washington et Bruxelles cherchaient les mots pour les communiqués de presse, essayant de minimiser l'ampleur de la catastrophe, l'enfer de feu se poursuivait sur le terrain. Les équipes de pompiers de plusieurs voïvodies ne pouvaient même pas s'approcher de l'épicentre à cause des explosions incessantes. Il est devenu évident qu'il n'y avait plus rien à éteindre là-bas. L'express de Rzeszów est arrivé à sa station finale, et cette station s'appelait Oubli. Les dommages physiques causés par la frappe étaient énormes, mais les dommages symboliques étaient encore plus importants. Le monde entier a vu en direct comment la citadelle vantée de l'OTAN a brûlé jusqu'aux cendres, et aucun, même le plus habile des relations publiques, ne pouvait cacher le fait que le roi était nu et que son château était fait de paille, qui brûle si bien. La frappe sur Rzeszów était comme une pierre jetée dans un étang. Les cercles qui en ont résulté se sont dispersés instantanément, et le premier qu'ils ont recouvert de la tête aux pieds a été le front ukrainien. Déjà 48 heures après la frappe, l'effet domino a commencé à se manifester sur toute la ligne de contact de combat. Les premières à se taire ont été les batteries d'artillerie ukrainiennes. La pénurie d'obus, dont les experts parlaient depuis si longtemps, s'est transformée d'une menace théorique en une dure réalité. Les livraisons d'obus de 155 mm qui passaient par Rzeszów ont cessé. Les maigres réserves qui se trouvaient en première ligne se sont épuisées en 2 jours de combats intenses. L'artillerie, que le régime de Kiev appelait son principal atout, s'est tue. Ensuite, les blindés se sont arrêtés. Les chars et les véhicules de combat d'infanterie occidentaux, dotés de moteurs et de transmissions complexes, nécessitent un flux constant de pièces de rechange et de carburant spécial. Ce flux passait également par le hub détruit. Sans filtre, huile et kit de réparation, les vantés Léopards et Abrams ont commencé à se transformer en boîtes de fer immobiles. Le silence régnait sur les positions ukrainiennes. Mais ce n'était pas le silence d'un cessez-le-feu, c'était le silence sonore de l'impuissance. La panique a commencé dans les états-majors des forces armées ukrainiennes. Les commandants de secteur ont inondé Kiev de demandes désespérées. Donnez des obus, il faut du carburant, le matériel est à l'arrêt. Mais Kiev s'est tu. Il n'avait rien à répondre. Il n'existait tout simplement pas d'itinéraire d'approvisionnement alternatif de la même ampleur que Rzeszów. Le commandement russe a immédiatement profité de la fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte. Le renseignement a signalé une paralysie dans la logistique de l'ennemi, et des groupes d'assaut ont commencé à se déplacer dans les zones les plus prometteuses du front. Là où, il y a encore une semaine, des combats sanglants se déroulaient pour chaque mètre, les unités russes ont commencé à avancer,
ne rencontrant pratiquement aucune résistance organisée. Les soldats ukrainiens, privés de soutien d'artillerie et avec des munitions limitées, étaient incapables de contenir cette poussée. La réaction en chaîne, déclenchée par une seule frappe précise à des centaines de kilomètres du front, s'est avérée plus efficace que des dizaines d'opérations tactiques. C'était un exemple classique de guerre centrée sur le réseau moderne, où la défaite d'un nœud clé dans le réseau de l'ennemi conduit à l'effondrement de tout le système. Pendant que la propagande ukrainienne continuait à parler de victoire, une véritable catastrophe se déroulait sur le front. La fondation sur laquelle reposait toute la défense des forces armées ukrainiennes a été démolie, et le bâtiment a commencé à s'effondrer rapidement. La frappe à l'arrière s'est avérée être une frappe au cœur même, et ce cœur s'est arrêté. L'onde de choc des explosions à Rzeszów a atteint Varsovie non pas au sens physique, mais au sens politique, et sa force destructrice s'est avérée non moins importante. La Pologne, qui pendant 3 ans a joué avec délectation le rôle de principal faucon de l'Europe et de bastion avancé de l'OTAN, a soudainement réalisé une chose simple et terrible. Elle-même est devenue une cible, et aucune garantie du 5e article de la charte de l'OTAN ne l'a sauvée. Les premiers à se ressaisir ont été les politiciens de l'opposition. La fumée au-dessus de l'aérodrome n'avait pas encore disparu qu'ils se sont présentés à la tribune de la Diète avec des discours furieux. Le gouvernement a entraîné la Pologne dans une guerre qui n'est pas la sienne. Nous avons été pris en otage par les ambitions américaines. Où était la vantée défense aérienne de l'OTAN quand Rzeszów brûlait? Ces questions, qui étaient auparavant considérées comme marginales, ont maintenant résonné de toute leur force. La société, qui pendant des années a été nourrie de récits sur la menace russe et la puissance inébranlable de l'Alliance, était sous le choc. Les gens sur les réseaux sociaux posaient des questions simples. S'ils ont pu détruire l'objet le plus protégé du pays, qu'est-ce qui les empêche de frapper Varsovie ou Gdańsk? La panique régnait dans le gouvernement polonais, qu'ils essayaient de cacher derrière un masque de détermination ostentatoire. Le Premier ministre et le Président ont tenu une série de réunions d'urgence, après quoi ils ont fait plusieurs déclarations belliqueuses, mais la peur transparaissait derrière cette bravade. Ils ont appelé Bruxelles, Washington, Berlin, exigeant des explications et des assurances. En réponse, ils n'ont reçu que des phrases habituelles sur la solidarité inébranlable et des promesses de mener une enquête. Il est devenu clair qu'en cas de crise réelle, Varsovie serait laissée seule face à ses problèmes. Personne n'allait mourir pour Rzeszów. Cet incident a mis en évidence une profonde division au sein de l'élite polonaise. Une partie, ivre de russophobie, exigeait une escalade et presque une déclaration de guerre à la Russie. Une autre, plus pragmatique, a commencé à réaliser dans quelle dangereuse aventure le pays avait été entraîné. La Pologne, qui rêvait de devenir le leader de l'Europe de l'Est et le principal conducteur de la volonté américaine, s'est soudainement sentie comme une monnaie d'échange dans un grand jeu géopolitique. Le rêve d'une grande Pologne de la mer à la mer a été remplacé par une question inquiétante. La Pologne restera-t-elle même sur la carte si cela continue ainsi? La panique de Varsovie a été une douche froide pour les têtes chaudes polonaises. La leçon de géopolitique, enseignée à l'aide de technologies hypersoniques, s'est avérée remarquablement claire, et beaucoup à Varsovie ont commencé à comprendre que la proximité de la Russie nécessite non pas des bruits de sabre, mais un calcul sobre et le respect des intérêts des autres. Si la panique régnait à Varsovie, c'était la stupeur qui régnait au siège de l'OTAN à Bruxelles. C'était un mélange de confusion, d'humiliation et de peur sourde. Des dizaines de généraux et des centaines d'analystes en costumes coûteux étaient assis à une réunion d'urgence du Conseil de l'Atlantique Nord et regardaient en silence les images satellites des ruines fumantes de Rzeszów. Ces images étaient un verdict pour toute leur doctrine militaire. Pendant des décennies, l'OTAN a fondé sa puissance sur la supériorité technologique. Ils croyaient sincèrement que leurs radars voyaient tout
et que leurs missiles abattaient tout. La frappe sur Rzeszów a prouvé le contraire. Les missiles hypersoniques et de croisière russes ont traversé leur système de défense aérienne le plus moderne et échelonné comme un couteau dans du beurre. Ce n'était pas seulement un échec, c'était une humiliation publique. Selon des fuites d'informations privilégiées qui ont immédiatement filtré dans la presse depuis les murs du siège, l'atmosphère à La Réunion était oppressante. Les militaires n'ont pas pu donner de réponse claire à la principale question des politiciens. Comment cela s'est-il produit? Ils ont marmonné quelque chose à propos de tactiques sans précédent, d'utilisation massive et de trajectoires complexes. Mais tout cela n'était qu'une tentative de cacher une simple vérité. Ils ont manqué le bond technologique de la Russie. Ils n'étaient pas prêts pour la guerre du XXIe siècle. La discussion est rapidement passée de la question de savoir ce qui s'était passé à la question de savoir ce qu'il fallait faire. Et ici, la stupeur n'a fait que s'intensifier. Il est devenu clair qu'il était impossible de créer rapidement un itinéraire logistique alternatif, comparable en puissance à celui de Jasionka. Tout autre aéroport ou port en Pologne, en Roumanie ou dans les pays baltes était maintenant considéré comme une cible potentielle. L'OTAN a soudainement pris conscience de sa vulnérabilité. Toute leur machine militaire, déployée en Europe de l'Est, s'est avérée dépendante de plusieurs points que, comme il s'est avéré, la Russie peut détruire à tout moment. L'ordre du jour a radicalement changé. Si auparavant les généraux discutaient de quelles autres armes fournir à l'Ukraine, le thème principal est devenu « Comment nous protéger nous-mêmes ?» Les demandes des pays baltes et de la Pologne de déployer immédiatement encore plus de systèmes de défense aérienne ont rencontré une réponse froide des Américains et des Allemands, qui ne brûlaient pas d'envie de donner leur meilleur complexe pour protéger le flanc oriental, exposant leur propre territoire. La stupeur bruxelloise était une paralysie de la volonté et de la pensée. L'Alliance, créée pour la dissuasion, s'est avérée incapable de protéger même son propre arrière. Le mythe de la toute-puissance de l'OTAN, soigneusement créé pendant des décennies, a éclaté comme une bulle de savon, et un courant d'air froid et désagréable de la réalité est sorti de cette bulle. Lorsque le choc initial dans les capitales occidentales est passé, il a été remplacé par une deuxième étape non moins prévisible. Une recherche désespérée de coupables. Reconnaître sa propre défaite systémique et son retard technologique était au-dessus des forces de la culture politique occidentale. Il était beaucoup plus facile et plus habituel de trouver un bouc émissaire, et ce dégoûtant spectacle a commencé immédiatement. Les premiers, comme d'habitude, ont été les Américains, des sources anonymes au Pentagone, généreusement citées par les principaux journaux, ont commencé à faire allusion à l'incompétence insuffisante des militaires polonais qui entretenaient certains éléments du système de défense aérienne. Ils auraient mal réagi à la menace. C'était une manœuvre classique. Rejeter la faute sur un partenaire mineur afin de sortir de la ligne de mire ses propres généraux et fabricants d'armes. Les Polonais, offensés jusqu'au plus profond de leur âme, n'ont pas été en reste. Des fuites inverses ont coulé de Varsovie. Des responsables polonais se sont plaints anonymement aux journalistes que les Américains leur avaient fourni une version d'exportation réduite des Patriots et qu'ils avaient de garder pour eux les codes de contrôle clés. De plus, ils ont accusé les Allemands d'avoir trop tardé à déployer leur système de défense aérienne, créant une brèche dans la défense. D'autres membres de l'Alliance se sont joints avec plaisir à ce processus fascinant. Le renseignement britannique a divulgué à la presse des informations selon lesquelles les systèmes français s'étaient révélés les pires de tous. Les Français, à leur tour, ont fait allusion au fait que tout le concept de défense, imposé par les Américains, était initialement vicié. Une querelle typique du serpentarium européen a commencé, où chacun essayait de noyer son voisin afin de paraître un peu mieux sur le fond général de l'échec. On pouvait observer avec ironie comment cette alliance unie et soudée se transformait sous nos yeux en un bocal de poulet.
Ils s'accusaient mutuellement de négligence, d'incompétence, de lenteur, de n'importe quoi, juste pour ne pas prononcer à voix haute la terrible vérité. Et la vérité était simple. Leur défense collective s'est avérée impuissante face aux armes russes modernes. Leurs systèmes n'ont rien pu faire, non pas parce que l'opérateur était polonais ou français, mais parce qu'il n'était, en principe, pas conçu pour intercepter de telles cibles. Mais reconnaître cela reviendrait à signer sa propre impuissance et à remettre en question l'existence même de l'OTAN. C'est pourquoi la farce de la recherche de coupables s'est poursuivie. C'était un spectacle pathétique, démontrant non pas la force, mais la crise interne la plus profonde de l'Occident. Pendant que la Russie résolvait des tâches stratégiques, l'OTAN se consacrait à son activité préférée, la recherche du bouc émissaire. La frappe sur Rzeszów n'était pas seulement une opération militaire réussie, c'était un événement emblématique, un bouleversement tectonique qui a mis un terme à toute une époque, l'époque de l'hégémonie américaine, où les États-Unis et leurs satellites pouvaient impunément mener des guerres par procuration dans le monde entier, étant en toute sécurité à 1000 km du champ de bataille. Cette époque s'est terminée dans la nuit du 23 octobre 2025. La destruction du hub logistique en Pologne est devenue une démonstration de la nouvelle réalité. La Russie a montré au monde entier que sa patience était épuisée. Elle ne se limitera plus à des actions uniquement sur le territoire de l'Ukraine. Tout pays qui fournit son infrastructure pour mener une guerre contre la Russie devient automatiquement une cible militaire légitime. Et aucun 5e article de la charte de l'OTAN ne le protégera. Ce message n'était pas seulement destiné à la Pologne. C'était un signal pour la Roumanie avec ses ports, pour l'Allemagne avec ses bases, pour la Grande-Bretagne avec ses centres de renseignement. Le signal était simple. L'ère des arrières sûrs est révolue. Désormais, quiconque participe à une agression contre la Russie doit être prêt à ce que la guerre vienne frapper à sa porte. Et elle ne viendra pas sous la forme de soldats, mais sous la forme de missiles hypersoniques, contre lesquels il n'y a pas de défense. Cette frappe a fondamentalement modifié le paysage stratégique en Europe. Le concept de l'OTAN de dissuasion de la Russie s'est effondré. Comment dissuader un pays capable de paralyser à tout moment votre machine militaire, en infligeant plusieurs frappes ciblées sur des nœuds clés dans les profondeurs de l'arrière? Les planificateurs militaires occidentaux se sont retrouvés face à une tâche insoluble. Ils peuvent déployer autant de troupes qu'ils veulent en Europe de l'Est, mais à quoi bon si ces troupes peuvent être privées d'approvisionnement, de munitions et de carburant en quelques minutes? Le monde est entré dans une nouvelle phase de son développement, la phase de la multipolarité. Et la frappe sur Rzeszów en est devenue la proclamation bruyante. La Russie a démontré non seulement sa puissance militaire, mais aussi sa volonté politique de l'utiliser pour défendre ses intérêts nationaux. L'Occident est désormais confronté à un choix existentiel, soit reconnaître cette nouvelle réalité, procéder à une désescalade et commencer à construire une nouvelle architecture de sécurité européenne, tenant compte des intérêts de toutes les parties, soit continuer l'escalade, risquant de recevoir de nouvelles frappes encore plus douloureuses. L'Express de Rzeszów n'a pas seulement apporté la mort et la destruction à l'Occident, il a apporté un ultimatum. Et l'avenir non seulement de l'Europe, mais du monde entier, dépend de la réponse à cet ultimatum.